C'est le cas du protagoniste de l'histoire, Don, qui a été choisi au hasard par un jeu et s'est retrouvé sous la forme de ce petit et faible monstre ou gobelin sauvage. Bien que tout cela ait une explication, c'est parce que Don profitait de son jeu vidéo préféré dans la vie réelle, appelé Tianqin. Il passe l'après-midi dans une partie assez normale avec ses camarades, où ils ont pour mission d'éliminer des milliers de slimes de niveau 1. Cependant, comme il était ennuyeux de les tuer un par un, le prota en tant que chef conçoit un plan pour attirer les petites créatures avec un appât et les éliminer en une seule attaque. Grâce à leur efficacité, ils ont terminé la mission de rang 31 dès l'après-midi. Le problème pour Don, c'est que lorsque chacun reçoit son coffre, les autres reçoivent des armures ou des objets précieux. Le protagoniste ne trouve que le message du jeu, l'invitant à faire partie de ce monde. Alors il pense que c'est une blague, mais lorsqu'il rejette le message, il finit par être aspiré par un vortex qui l'emmène dans une autre zone de la carte. Mais pas comme un joueur, mais comme la créature personnage non-joueur la plus faible de tout ce monde fantastique. Sans inventaire, il est incapable de retourner à sa vie réelle, plongeant son existence dans le chaos total. En plus maintenant, il ne peut même pas vaincre un seul slime de niveau 1. Malgré tout, le prota est un stratège expert avec toutes ses années d'expérience dans le jeu. A-t-il quelques astuces, comme faire en sorte que ses joueurs novices entrent en combat contre les gobelins qu'il ne peut pas encore vaincre? Pendant ce temps, il se contente de gagner de l'expérience en initiant le combat grâce aux assistances. C'est ainsi qu'il atteint le niveau 2, ce qui est rare pour ce type de personnage non-joueur. Il parvient même à prendre quelques sbires, y compris le slime qu'il a vaincu. C'est pourquoi l'apparition de cette anomalie attire l'attention des joueurs de la capitale. Plus précisément, le chevalier que nous avons vu au début et qui s'occupe d'humilier Don et de le tuer à plusieurs reprises. Ainsi, le nouvel objectif de Don est de devenir suffisamment puissant pour vaincre le chevalier. Ainsi, pendant son séjour dans la forêt, il s'occupe d'éliminer toutes sortes de bêtes pour augmenter ses statistiques, atteignant même le niveau 20, accompagné de gobelins. Cependant, il sait que son avenir se trouve en ville, mais pour l'instant, il ne peut pas y entrer, car il reste un personnage non-joueur, il doit donc chercher un autre moyen. Pendant ce temps, nous découvrons Lynn, la nouvelle joueuse, et explorons avec elle le vaste arbre de compétences du jeu. Et c'est là qu'elle décide de devenir invocatrice de niveau 1. Cependant, pour une raison que nous ignorons, ou peut-être pas, les personnages non-joueurs de la forêt deviennent beaucoup trop puissants pour ces novices. Tout cela car le prota forme une communauté de squelettes, gobelins et autres créatures, à qui il fait monter de niveau, les rendant forts et intelligents. Même dans des quêtes qui étaient faites exclusivement pour les joueurs, Don est en train de casser le jeu, même si parfois c'est d'une manière étrange. Le protagoniste a maintenant sa propre escouade avec laquelle il gagne beaucoup d'argent. Mais ici, il décide de laisser les personnages non-joueurs évoluer par eux-mêmes, il prend sa part des gains et cherche une autre façon de devenir le plus fort. Mais maintenant, en ville, pour cela, il tombe sur le terrain des invocateurs, où se trouve Lynn, une débutante. Don, en voyant cela, décide de l'utiliser pour ses plans. Et comme il est un personnage non-joueur, il finit par réussir à se faire adopter accidentellement par la fille, et même si au début elle ne veut pas, elle se rend compte de comment. Le protagoniste a de vastes connaissances sur le jeu, ce qui pourrait lui être bénéfique, sans savoir que cela l'arrange parfaitement. Qu'il a maintenant une maîtresse grâce à qui il peut entrer dans le royaume. Même à sa manière, Don commence à se rendre compte qu'il peut plutôt bien s'entendre avec cette fille. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas encore qu'ils sont surveillés par ce duo mystérieux qui semble puissant. Pour l'instant, ils poursuivent un peu leur objectif de monter de niveau le plus vite possible. Mais d'abord, Don décide d'aller au Temple des Professions, où il échange son personnage non-joueur gobelin contre un personnage non-joueur vampire. Bien sûr, avec un look plus imposant, mais un nouveau message système, en lui disant que tout ce qui se passe est décidé par quelqu'un d'important dans le jeu, ce qui le laisse pensif. Pendant ce temps, le duo mystérieux, sous une autre apparence, tente de persuader l'un que le protagoniste ne fait que l'exploiter. Et qu'une fois qu'il aura obtenu ce dont il a besoin, il va se débarrasser d'elle. Cependant, cette fille est assez naïve et elle se contente d'être très attristée. Mais c'est ici que Don, avec sa nouvelle apparence, non seulement fait comprendre à la fille ses intentions, mais lui jure aussi de ne jamais l'abandonner. Donc mauvais point pour le duo mystérieux. Donc pour le moment, les protagonistes profitent un peu de la ville jusqu'à ce qu'ils tombent sur un examen pour choisir les plus forts du royaume. Lynn, se sentant maintenant à l'aise avec Don comme animal de compagnie, est attiré par l'idée de gagner des récompenses. Le problème, c'est que lorsqu'ils vont s'inscrire, le chevalier et objectif du protagoniste apparaît pour essayer de rabaisser la fille et de l'emmener dans son groupe. À cet instant, le protagoniste le défend. Même si elle reste une mascotte, il défie donc le chevalier à un combat dans lequel, avec son nouveau niveau 34, il le bat complètement.
En fait, il perd tout le respect de la ville, car son ennemi n'est rien d'autre qu'un personnage non-joueur. Donc la vie semble s'améliorer pour les protagonistes, et encore plus lorsqu'en sauvant cette blonde assez grincheuse. Celle-ci le récompense avec un manuel qui contient les meilleures astuces pour l'examen à venir. Mais avant, on voit comment Link s'attache de plus en plus au protagoniste, qui pour elle reste un personnage virtuel. Mais malgré cela, elle commence à découvrir des choses chez lui qui lui plaisent. Comme le fait qu'il dirige une communauté animale qui, actuellement, progresse considérablement dans la forêt en seulement 3 jours. Donc Don met la fille à l'aise, même s'il n'a pas l'intention de lui révéler qu'il est aussi un joueur. Et il ne peut pas non plus. Cependant, il croit que de nombreuses personnes attendent son retour dans le monde réel. Mais sa famille est ravie de sa disparition. Et au travail, il est le plus remplaçable de tous. Mais bon, le type était fort et pour l'instant, il laisse la fille aux soins de ses subordonnés. Pendant ce temps, lui, il peut enfin utiliser ses compétences de vampire pour monter de niveau, une tâche de plus en plus facile pour le protagoniste. Alors il s'enfonce dans la forêt quelques jours. Et nous avons un problème avec Lynn, qui se sent abandonnée par le protagoniste, même lorsqu'elle quitte le jeu et retrouve son ami dans la vie réelle. Elle lui raconte qu'il y a un personnage non-joueur dans son jeu préféré qui l'ignore. Une situation folle qui perturbe cette fille. Cependant, lorsqu'elle revient dans le jeu, le protagoniste vient de finir son entraînement. Il cherche rapidement Lynn pour lui expliquer tout ce qui s'est passé, et au passage, il lui donne quelques objets précieux qu'il a récupérés sur les bêtes les plus puissantes. Et ici, après tout le processus d'inscription, les protagonistes reçoivent un message leur disant qu'ils ont été acceptés et qu'en plus, ils occupent la 8e place parmi les plus puissants. Bien que la fille soit de niveau 10, le protagoniste dépasse le rang 40. Donc cela finit par les aider, car les gens qu'ils commencent à rencontrer le sous-estiment à cause de son apparence. De plus, à l'entrée de l'endroit, ils tombent sur la blonde d'avant, qui s'avère aussi être une guerrière importante avec des bras mécaniques. Mais ici, ils sont accueillis à l'événement par le légendaire Maître King, qui est plus raide que n'importe qui, mais c'est le plus puissant de la zone. On leur explique donc que l'examen consiste en 3 épreuves, une de collecte, une d'habileté et la dernière d'invocation. Pour cela, malgré le fait d'avoir de si grandes équipes comme rivales et d'appartenir à des familles aussi importantes, le protagoniste décide de s'occuper lui-même de la collecte d'une sorte de queue. Pendant que les filles s'occupent de l'épreuve d'habileté, où la blonde semble être la plus utile grâce à ses bras mécaniques, le problème c'est qu'ils sont toujours observés par le duo étrange d'avant, qui cette fois-ci s'en prend au protagoniste. Mais cette épreuve s'avère être une promenade pour Dan, qui avec son niveau 60 en tant que bête, accomplit en un rien de temps les objectifs nécessaires. Non seulement sa force, mais aussi ses stratégies sont meilleures. Avec un peu de temps supplémentaire, il décide de gagner de l'argent. Alors il commence à harceler d'autres joueurs, leur vendant l'opportunité de passer l'épreuve, mais à des prix excessifs. Cela finit par fonctionner pour lui, car il semble menacer ses clients potentiels. Même ici, le chat mystérieux finit par se faire arnaquer, lui aussi. Pendant ce temps, les filles racèrent d'utiliser leurs compétences pour obtenir les engrenages lors d'une épreuve qui consiste à assembler différents artefacts. Donc plutôt bien. Le problème, c'est que Don, après avoir rempli le compte de sa propriétaire avec les pièces d'autres personnes, tombe sur un rival qui faisait exactement la même chose. Cet acte n'est pas interdit par les règles, mais reste simplement écœurant. Donc, alors qu'on pensait qu'ils allaient avoir une grande bagarre pour garder les clients, il s'avère qu'à la dernière minute, ces deux-là finissent par s'allier pour voler encore plus. En utilisant des stratégies et des mises en scène pour convaincre les gens d'acheter des objets dont ils n'ont même plus besoin. C'est pourquoi tout ce succès et cette demande qu'il suscite, le protagoniste commence à attirer l'attention des grands acteurs présents dans la région, qui, sans trop comprendre, accordent du respect au protagoniste pour ce qu'il accomplit, malgré le fait qu'il ne soit qu'un personnage non-joueur, la mascotte d'une participante, attirant même l'attention de ce que nous connaîtrons plus tard comme les divinités des ténèbres. Le fait était que parmi ces grands joueurs, ils reçoivent la visite de la millionnaire qui souhaite acheter des objets de l'épreuve. Et elle finit par tout emporter, car pour elle, le prix ou l'argent n'ont aucune importance. Néanmoins, elle est charmée par la personnalité du protagoniste et souhaite, à un moment donné, en faire son animal de compagnie. Cependant, Don n'est pas le seul à voler des objets dont les autres ont besoin. En effet, Jean, qui est l'autre membre du duo mystérieux, garde pour lui des engrenages de la deuxième épreuve, empêchant ainsi les filles d'avancer. De plus, il ne tarde pas non plus à saboter le protagoniste, montant même ses propres clients contre lui. Parce qu'un seul n'est pas un problème pour le héros, mais si se réunissons de tous, c'est un chaos total, difficile à contrôler. Donc Don n'a pas d'autre choix que de s'enfuir avec son nouveau compagnon.
Maintenant que la première épreuve est finie, il se retrouve face à l'un avec une avalanche d'ennemis à ses trousses. Pendant que cette fille découvre toutes les mauvaises actions qu'elle a commises, son invocation grâce à Wan lui-même, qui essaie à nouveau de les séparer. Cependant, cela échoue, car cette fille émet d'une grande loyauté. De plus, le protagoniste, tirant parti de la zone ouverte, élimine plusieurs ennemis grâce à ses capacités physiques supérieures. De plus, ses pouvoirs de vampire lui facilitent beaucoup les choses, même s'il se fait tout de même réprimander à la fin. L'essentiel, c'est que les filles ont presque fini les inventions de la deuxième épreuve. Alors, pour ne pas gêner, Don laisse l'ours avec ses amis, pendant qu'il emmène tous les types qui les poursuivent dans une zone éloignée. Ils enquêtent, même pour savoir qui a été l'auteur de tout ça. Malheureusement, ils ne le découvrent pas à temps et se retrouvent acculés par une bande d'ennemis. Wan, avec ruse, change de côté et commence à gagner la confiance du héros. Pour sa force et parce que, d'une certaine manière, il veut l'intégrer à sa propre équipe. Et lorsque Don, après avoir infligé une grosse raclée aux autres participants, se retrouve sans énergie, Wan saute pour le sauver, lui proposant qu'en échange de son sauvetage, il rejoigne son équipe. Mais Don n'y réfléchit même pas et refuse l'offre parce qu'il est engagé envers l'un. C'est quelque chose que Wan ne supporte pas, et il vend automatiquement le protagoniste, l'abandonnant sans énergie face à de multiples ennemis. Tout comme Lin qui a des ennuis car on veut la lyncher pour être la propriétaire de l'escroc. Cependant, même si cela semblait être la fin pour les protagonistes, l'histoire ne peut pas s'arrêter là. Et Lin invoque le slime qu'elle a obtenu dans le village des gobelins, qui semble inoffensif et ridicule au combat. Mais il prend rapidement la forme du culturiste le plus musclé qu'on puisse imaginer, prenant le contrôle de la situation étant trop fort. Cela prouve que la jeune fille a vraiment beaucoup de chance. Pendant que le prota règle sa situation en choisissant de retourner auprès de sa maîtresse, profitant des avantages d'être un personnage non-joueur, Wan est donc victime de son propre plan. Maintenant, il le déteste aussi pour les avoir trahis, en plus de détester Don. Donc le prota revient avec son équipe et il s'organise pour éliminer tous les ennemis, ce qui est un succès. Et il termine l'épreuve de mécanique, même avec des créations assez étranges. Mais l'important, c'est que c'est valide. Et à cet instant, la femme de l'ours apparaît, c'est cette jolie fille qui s'occupe de l'épreuve d'invocation de sceau. Étant un groupe, ils finissent par accomplir les 3 tâches, ce qui convient à tous. De plus, Don découvre seulement à ce moment-là que les espions qu'il suivait étaient le chat. Quand même, assez lentement, mais le fait est que le groupe obtient la 2e place à ce premier examen. Un après-midi à la plage pour se reposer et peut-être flirter un peu. La millionnaire tente à nouveau d'acheter le protagoniste, mais ce dernier refuse simplement une grosse somme d'argent. Le fait est qu'ici, ils attendent la 2e épreuve, qui aura lieu le soir avec les 50 qualifiés. Elle se présente à tous comme le jeu typique d'Among Us, avec quelques missions supplémentaires où chacun a son identité. Assassin, victime ou héros. Le protagoniste, en analysant la situation, sait qu'il doit chercher les meilleures alliances et ne faire confiance à personne, car des surprises pourraient survenir. Comme Wan qui a aussi réussi et fait partie des qualifiés, donc pour le moment, il a un nouvel objectif, affronter la dernière épreuve pour voir qui remportera les grands prix que tout le monde convoite, mais qu'une seule équipe obtiendra. Lin débute en tant que voyant, lui permettant de connaître l'identité de certains joueurs. Et comme ce couple a quelques problèmes avec le chat de la première partie, c'est le premier qu'il découvre comme l'un des tueurs. Don saisit l'opportunité pour se venger. Et même si l'ennemi se révèle très insaisissable lorsqu'il est acculé, il utilise toutes ses compétences de ninja. Mais Don est bien plus fort, même avec des alliés de son calibre. Alors, avec l'aide du slime injecté par Lim, il le capture. Et après avoir un peu joué avec lui et obtenu les informations, puisque, comme nous le savons, il vient de Quaz de Yegu, qui a trahi le protagoniste et semble encore cacher beaucoup d'autres choses. Mais il ne trouve pas grand-chose avec le chat, et il finit simplement par l'éliminer de la compétition. Bien qu'il ne disparaisse pas du jeu, il reste comme un spectateur fantôme, racontant tout ce qui s'est passé avec Don à son chef. En fait, ici, les protagonistes retrouvent leurs équipes, qui, de leur côté, ont aussi éliminé d'autres assassins, ce qui leur donne des points pour avancer dans le classement. Alors Yegu ne perd pas de temps et cherche à s'allier avec Su, représentant d'une des familles les plus importantes de ce monde, qu'il essaie de convaincre avec des informations sur les protagonistes et d'autres joueurs proches. Cependant, Su n'accepte pas pour le moment. Et c'est là que, par hasard, il tombe sur le protagoniste, dont il doute dès le premier instant qu'il soit un imposteur, et décide de l'attaquer. Sentant l'aura meurtrière de l'albinos, Donald met Lin à l'abri et s'engage dans le combat. De façon astucieuse, puisqu'il mentionne le nom d'un sort explosif qui s'avère finalement n'être qu'une simple barrière de glace, ce qui déroute Su et donne un peu de temps au couple pour s'échapper.
Cependant, cela décourage un peu le protagoniste, qui ne s'attendait pas à se sentir aussi acculé par un adversaire. Et c'est Lynn qui le motive, en plus de lui montrer toute la loyauté qu'elle lui porte. Justement, l'aspect stratégique du protagoniste intéresse Sue, qui souhaite désormais les recruter dans son équipe. C'est ainsi que nous arrivons au lendemain, où toute l'équipe se réunit. Même s'ils ont de bons atouts, ils savent qu'il leur manque quelque chose. Et c'est là que deux joueurs que nous avons vus il y a longtemps réapparaissent, souhaitant rejoindre l'équipe. Et après avoir fait un peu connaissance, la fille se révèle être assez sérieuse et concentrée. L'autre confond bizarrement Dawn avec sa mère, c'est un idiot. Donc cette loyauté pourra leur servir plus tard, complétant ainsi l'équipe de combat. Mais voilà que Sue apparaît, proposant de manière assez arrogante au protagoniste d'intégrer son équipe. Selon le classement, le premier a presque 2 fois plus de points que le deuxième. Qui sont les protagonistes ? Mais c'est là que la blonde intervient pour faire comprendre à l'albinos qu'il se moque sans de son score, surtout parce que cela peut changer. Et l'héritier n'est qu'un joueur comme les autres. Donc Dawn intervient pour calmer les choses et accepte de parler avec Sue. Malgré son ego, ce dernier souhaite sincèrement que le protagoniste intègre la guilde, ce qui est un bon choix compte tenu de son importance. Mais lorsqu'il s'agit de se soumettre à des ordres, Dawn, avec sa confiance habituelle, finit par refuser. Et c'est ici que l'héritier lui montre sa carte maîtresse. Il s'agit de l'une des armes légendaires du jeu. C'est la première que nous voyons et il s'agit d'objets spéciaux que l'on obtient au niveau les plus élevés. Il sait parfaitement ce que cela signifie et même s'il essaie de ne pas se laisser affecter, il sait que son équipe est en désavantage dans cette situation. Avec le soutien de certains coéquipiers, il commence à élaborer un plan pour les sortir de cette situation difficile. Pour cela, mystérieusement, il cherche des alliés. Il commence donc par parler avec la millionnaire qui, bien qu'elle soit toujours intéressée à acheter le protagoniste, le fait d'une manière qui devient même obsessionnelle. La seule chose que Dawn parvient à lui proposer, c'est une alliance, où elle lui prête quelques-uns de ses guerriers et le protagoniste se charge de lui trouver un animal de compagnie aussi rusé que lui. Ils parviennent à un accord, mais quelle surprise! Et en fait, Dawn finit par proposer une trêve au fameux Yegu, remarquant dès le premier instant la fausseté des deux. Autant pour laisser les problèmes derrière eux que pour les accords qu'ils pourraient se conclure. Mais malgré tout, ils finissent par unir leurs forces, pour le moment. Pour planifier une embuscade contre Sue, Dawn facilitera les choses pour que le chef maléfique soit le premier du classement. Un piège évident se cache derrière cette situation. Néanmoins, après la réunion, le protagoniste recherche un nouvel allié. Il s'agit ni plus ni moins de Zen, un autre héritier des familles les plus importantes et rival éternel de Sue, qui possède également sa propre arme légendaire en tant que prêtre. Il lui fait une proposition similaire à celle faite à Yegu, révélant les intentions du protagoniste. Son désir de vengeance le pousse finalement à accepter, concrétisant ainsi le plan de Donkey. Cette nuit-là, le plan est exécuté lors d'un combat inégal contre Sue sur la plage, à cause de son épée. Cependant, l'épée possède plusieurs niveaux, mais Sue ne peut utiliser que le premier en raison de sa jeunesse. Ainsi, le protagoniste commence à utiliser son répertoire de techniques lors du combat. Avec son apparence de vampire et d'elfe squelette, il peut séparer des parties de son corps. De plus, l'aide de l'équipe qu'ils ont réunie finit également par compter. Et justement, tout près de l'endroit se trouve Zen portant son arme qui est en fait la boîte de Pandore. C'est pourquoi Sue s'en rend compte. Et sachant que c'est la seule chose qui peut contrer son épée, il décide de mettre fin au rituel. Cependant, chaque membre de l'équipe rejoint le combat et malgré sa tentative d'utiliser son épée au dernier moment, le nombre d'alliés est trop important. Et le slime de l'un est celui qui finit par sauver la situation. En libérant le pouvoir de la boîte de Pandore, Zen obtient une augmentation temporaire de puissance, rendant sa force démesurée. Ainsi commence le combat décisif entre les chefs des familles les plus importantes. À un niveau si élevé où le protagoniste ne peut qu'aider. Avec quelques attaques qui finissent par énerver Sue, qui libère le sceau de son épée, ce qui le rend encore plus puissant, mais lui fait perdre la raison. C'est pourquoi il attaque le protagoniste avec une telle rage qu'il en oublie tout le reste. Et même si Dawn finit gravement blessé, au point de mettre sa vie en danger. Cela faisait déjà partie du plan, et l'un apparaît comme sa maîtresse pour lui donner la vitalité qui lui manque. Ce qui, avec son attaque de glace, donne à Zen l'occasion parfaite de porter le véritable coup final. Ce qui finit par éliminer Sue complètement de la compétition. Qui, dans ses derniers instants, ne peut que reconnaître la compétence de celui que l'on appelait le personnage non-joueur le plus faible. Même si l'ordre du classement change, cela n'est révélé que le lendemain. Là, à la surprise générale, Yegu se retrouve en première position, lui qui, comme on le soupçonnait, avait son propre plan en tête. En effet,
Après avoir utilisé la capacité de sa boîte, Zen se retrouve totalement vulnérable, ce que Yegu savait déjà, et il n'a pas hésité une seconde à l'attaquer, par surprise pour lui prendre tous ses points. Car le chef maléfique est aussi l'un des imposteurs dans cette épreuve. Le résultat surprend tout le monde, sauf le protagoniste qui s'y attendait, ils doivent néanmoins agir. Alors Don rassemble son équipe, où tout le monde s'attend à ce que Yegu se cache pour protéger ses points. Cependant, le prota sait que les choses seront différentes, car toute l'équipe qu'il a réunie, en additionnant les points de chaque membre, a le même niveau que le numéro 1 du classement. Donc, il est probable que ce type ne rate pas l'occasion d'assurer sa victoire en gagnant quelques points de plus. Alors, le prota a déjà une nouvelle idée, et il commence à expliquer un plan d'embuscade contre Yegu, pendant que son subordonné l'écoute. C'est fait exprès pour qu'il transmette une fausse information à son maître. En plus, Don s'assure qu'il pense que l'un joue le rôle de la victime et que ses points sont les plus précieux. Ce qui est important pour la suite, car le soir, Yegu ne supporte plus d'attendre, et après avoir appris le plan de Don, il décide de les attaquer. Où dans un premier temps, nous avons un combat assez équilibré. Pendant que le protagoniste fait un peu semblant de protéger l'un, ce qui pousse l'ennemi à s'intéresser davantage aux points de cette fille et à montrer plus de sa puissance. Qu'il semble réprimer, éliminant la majorité des joueurs et s'occupant même de la force brute du slime. Donc Lien se retrouve assez acculé, ce qui fait toujours partie des plans du protagoniste. Don commence alors à utiliser son meilleur niveau, tant dans ses attaques que dans sa stratégie. Car lorsque Yegu semble tout avoir sous contrôle, le protagoniste surprend avec son ancienne apparence. Il sépare des parties de son corps comme s'il s'agissait d'un squelette, et avec celle-ci, lors d'une attaque surprise, il semble vaincre l'ennemi. Cependant, évidemment, cela ne s'arrête pas là. En effet, l'imposteur est bien plus fort que prévu. Avec une dague qui non seulement change de forme, mais qui est indestructible, il ne lui est donc pas très difficile d'en finir avec tout le monde. Ceux qui se mettent en travers de son chemin. Et les plus forts, il les enferme dans une cage faite justement avec la troisième arme légendaire que le type cachait, et qui soumet complètement ceux qu'elle touche. Link se retrouve sans défense, mais la blonde apparaît juste à temps pour gagner du temps. Malheureusement, elle finit gravement blessée. Ici, les prisonniers se motivent et réussissent à s'échapper de la cage par la force. Et malgré quelques sacrifices, surtout le grand costaud, le protagoniste arrive à temps pour la bataille, protège sa maîtresse et découvre que Yegu a la même apparence que lui, à la surprise générale. Ce qui distrait Don et laisse Link avec une blessure mortelle qui semblait donner une victoire claire à l'ennemi. Mais voici la surprise, car selon les règles, les assassins ne peuvent pas s'attaquer entre eux. Et la fille, pendant tout ce temps, était aussi une imposteur. Donc Yegu, qui ne savait rien de tout cela, finit par être pénalisé. Et toutes ces statistiques s'en sont réduites de 50%, le laissant dans un état très vulnérable où il finit par perdre tous ses points, laissant ainsi le prota et sa maîtresse comme les indiscutables numéro 1 de l'épreuve. Cependant, tout n'est pas rose, car à la dernière minute, Yegu en profite pour dire quelque chose compromettant sur le monde réel du prota. Comme s'il le connaissait par rapport à ses parents, qui ne l'aiment pas, et à son travail, où il a été remplacé un jour après. Cette situation le rend pensif, d'autant plus avec l'arrivée de Liu, la troisième héritière des familles les plus influentes du jeu. Le protagoniste décide de protéger son score, alors qu'un adversaire semble vouloir l'attaquer à 30 secondes de la fin. Et la transition est assez confuse, laissant un flou sur ce qui s'est passé. Et nous arrivons directement à l'annonce des résultats, où effectivement les protagonistes sont les gagnants de l'épreuve d'admission. Ce qui est assez surprenant pour un duo qui était essentiellement le plus faible et le plus déséquilibré de tout le tournoi, remportant ainsi l'entrée à la Grande Académie des Guerriers et un indice pour atteindre la fin de ce jeu de réalité virtuelle. Cependant, le prota choisit de partager cette information avec tout le monde, considérant que c'était une victoire collective. Mais pendant qu'il lisait le parchemin, qui est en réalité un poème assez confus, il se rend compte qu'il a une marque identique à celle qu'il a reçue lorsqu'il s'est réincarné en personnage non-joueur. Nous commençons donc à voir seulement des questions, en plus de ce qui s'est réellement passé avec Liu. Effectivement, dans les derniers instants, la jeune fille n'a pas attaqué le protagoniste, mais lui a plutôt imposé un pacte l'obligeant à la rencontrer, après la cérémonie. Et c'est ici que cette fille commence à nous donner des indices sur ce qui se passe, car elle fait d'abord partir l'un. Qui est la seule véritable joueuse parmi les 4, puisque les autres sont des personnages non-joueurs, y compris, entre guillemets, le protagoniste. Ce qui mécontente la fille. Mais bon, allons à la réunion où Liyue, qui est totalement un personnage du jeu, commence à parler de détails du monde réel comme s'il les connaissait. Il nous raconte comment, autrefois, il s'occupait d'un couple de joueurs.
Pour les personnages non-joueurs, ce sont comme des voyageurs d'autres mondes, qui peuvent être en ligne ou non quand ils le souhaitent. Toutefois, elle s'est attachée au couple et, remarquant leur connexion de plus en plus rare, elle a eu des doutes. Se rendant compte un jour que l'un des deux joueurs était mort dans la vraie vie. C'était confus pour elle, car selon les règles de son monde virtuel, il aurait dû simplement réapparaître, comme tout autre personnage non-joueur, mais il a compris, en entendant les pleurs de la fille, qu'il parlait de choses totalement différentes. D'un monde où tu n'as qu'une seule vie. Avec l'aide d'autres personnages non-joueurs et des chefs de l'obscurité, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une autre réalité. C'est pourquoi tous ces personnages du jeu ressentent une grande curiosité. Et encore plus avec le Prota, qui est un humain réel réincarné en personnage non-joueur. Ainsi, l'idéal de cette fille est de réunir une équipe avec laquelle tous ces personnages pourraient voyager vers l'autre réalité. C'est problématique pour Prota, car cela pourrait être sa porte de sortie, mais non. Avant d'accepter, il garde simplement cette information. Maintenant, il doit approfondir ce qui se passe, pour pouvoir enfin sortir une bonne fois pour toutes de cette réalité virtuelle qui semble impliquer les créateurs du jeu. Donc, pour le moment, Don et son équipe ne peuvent que continuer à gagner des niveaux et à progresser dans ce jeu de fantasy. Après le succès de la première partie où l'humain est enfermé dans son jeu préféré et finit comme le gobelin le plus faible. Voici la suite de cette histoire qui, comme ses personnages, continue de gagner en profondeur pour ceux qui l'apprécient. Eh bien, après la fin de cette première saison pleine de bonnes tensions, avec la bête squelette, nous revenons dans ce monde fantastique où plusieurs années se sont déjà écoulées. Et notre protagoniste, bien qu'il ait rencontré de nouveaux amis, il s'est aussi fait un bon groupe d'ennemis. Par exemple, la vieille écureuil, qui, avec cette fille, essaie d'attaquer la forteresse du protagoniste. En fait, il comptait sur un groupe de personnes plus large, mais tout le monde s'est retiré. Et la raison est simple, en arrivant pratiquement dans une ville bien plus imposante que les cabanes que nous connaissions. En fait, l'endroit est tellement préparé à toute attaque que pendant que le protagoniste joue aux cartes, tranquillement, avec un nouvel ami appelé Q, la menace reçoit une bonne raclée de différentes sortes de bêtes squelettiques qui renvoient de ces créatures humiliées. Et la seule chose qui vient à l'esprit de l'écureuil, c'est de demander de l'aide à la millionnaire. Mais elle aussi est une alliée du protagoniste, surtout de Ki. Ainsi, la petite créature finit exposée au milieu de la ville du protagoniste, que ce dernier dirige lui-même. Avec la croissance, la ville se diversifie et rivalise même avec la capitale. Malgré tout, le jeune protagoniste a d'autres engagements, laissant ses deux reines s'occuper de tout. Pendant qu'avec Ki et Bulls qui apparaissent en surplace, ils voyagent en faire l'académie, où, rappelons-le, ils ont gagné leur place après un tournoi difficile. Malgré quelques intrus, il atteint la pierre qui évaluera son habileté et donc son rang. Ou certains surprennent avec une affinité magique si élevée, proche de 100%. Ce que seul le protagoniste parvient à obtenir, il se sent comme une bête, une machine. Mais les familiers comme lui ont généralement ce pourcentage, tandis que sa maîtresse obtient un bon résultat. Même si ce n'est pas ce qu'on attend des 10 meilleurs guerriers, c'est suffisant. Donc ici, chaque groupe est envoyé dans ses chambres. Où Burbujas profite d'un endroit luxueux avec tout le confort imaginable. Pendant que les animaux de compagnie sont entassés dans une sorte d'étable. Cependant, Burbujas demande de l'aide au protagoniste en pleine nuit. Inquiet, il est obligé de détruire l'entrée en cherchant la fille. Mais comme souvent, rien ne lui réussit. Il libère près de 200 animaux de compagnie enfermés pour que, le lendemain, Burbujas les retrouve. Après un simple malentendu dans la nuit, elle se lève de son lit luxueux, recevant la réclamation que son animal de compagnie a causé le chaos dans toute l'académie. Et il est enfermé en ce moment avec le sous-directeur qui lui fait des reproches. Non seulement pour les dégâts matériels, mais aussi pour le tort causé aux élèves et aux professeurs. Cela justifie leur expulsion de l'établissement. Et même si la fille essaie de le calmer, il n'y prête pas attention, encore moins à la millionnaire, qui ne sait que soudoyer. Le protagoniste intervient donc avec son éloquence et réussit à convaincre que tout était dû à une urgence avec sa professeure. Malgré tout, il admet ses erreurs et s'engage à être le seul capable d'enfermer autant d'animaux de compagnie. Le sous-directeur, attiré par cela, utilise son astuce pour obtenir un accès à l'académie entière. Au cas où certaines créatures seraient difficiles à trouver, il fait preuve d'habileté avec les mots. Dès qu'ils partent, le directeur lui-même reconnaît chez Protag la certitude qu'il sera très important à l'avenir. C'est ainsi que les directeurs lui laissent la liberté de rassembler les créatures comme il l'entend. Don utilise donc ses propres méthodes, peu éthiques, en donnant de l'intelligence à certains d'entre eux. Pour diriger leurs propres espèces, il les oblige à remodeler l'endroit qu'ils ont détruit. Il organise même une réunion avec les propriétaires pour qu'ils voient les conditions auxquelles leurs pauvres créatures sont soumises.
Ainsi, en moins d'une semaine, tout est résolu, ce qui fait la joie du directeur. L'académie revient à la normale, permettant ainsi à ses élèves de se réintégrer. C'est donc le moment de rencontrer celle qui sera la mentor de l'équipe. D'abord, on voit une femme très gentille, qui aurait facilement pu leur rendre la vie bien meilleure. À l'académie, cependant, elle est seulement l'assistante de la véritable maîtresse. Une femme assez imposante, qui dès le début leur fait comprendre qu'ils ne vont pas vivre une expérience agréable. De plus, elle sait que le prota doit encore trouver 2 animaux de compagnie, le premier étant un fantôme assez compliqué et rien de moins que l'animal le plus puissant de tous. Alors elle les oblige à régler leur situation, mais pas sans faire quelque chose avant. Entraînement, qui montre que le prota est bien en dessous du niveau et que tous, de la même manière, ont encore beaucoup à apprendre. Au centre de l'académie, ils décident de la suite à donner à la quête. Et c'est grâce à l'ours qu'ils obtiennent un indice important. Le fantôme a tendance à compliquer la tâche des nouveaux joueurs. Sa plus grande faiblesse est de tomber facilement amoureux. Donc la meilleure idée qu'il trouve est de transformer le gars le plus viril en une fille, ce qui n'est pas très agréable pour le protagoniste. Mais pour une raison inconnue, il finit par attirer la créature qui, même en reconnaissant le piège, ne peut résister à son impulsion. La millionnaire a des fantasmes étranges. Elle réussit à gagner du temps pour emprisonner quelqu'un. Enfermé avec l'ours, il ne semble pas trop s'y opposer, même en sachant que c'est un homme. Il a encore un autre objectif. Le protagoniste reconnaît ce visage, car c'était celui du type qui s'occupait des créatures cette nuit-là. Et pour une raison quelconque, le fantôme sait comment le trouver, alors Bulls utilise son pouvoir, qui est maintenant bien amélioré, pour l'obliger à aider. Malgré tout, obtenir des informations de ce fantôme est compliqué. Alors il profite de son besoin d'affection, c'est pourquoi donne. Il fait en sorte que toutes les créatures autour de lui l'ignorent. Cela l'affecte et pousse le fantôme à céder sous la pression de la solitude. Et lui-même, à travers ses souvenirs, raconte tout. Comme il a vécu longtemps sur l'île des démons, où il se consacrait à effrayer tous les joueurs débutants qui voulaient accomplir les missions du jeu. Un jour, un garçon très craintif est apparu, attirant l'attention de la créature car il n'a pas fui malgré sa peur. Même lorsqu'il profitait de son innocence pour l'envoyer encore plus en danger, il acceptait sans s'opposer, faisant aveuglément confiance à n'importe qui. Cela toucha le cœur du fantôme qui finit par s'intéresser davantage à Jiaoai. Bien qu'au début, il ait essayé de le chasser de l'île, le jeune revenait de plus en plus souvent, explorant et partageant sur l'île autant qu'il le pouvait. Cependant, le jeune parlait de choses inquiétantes, comme le fait qu'il était alité dans un hôpital, ce que la créature ne comprenait pas. Mais le voir triste suffisait à briser sa promesse de ne jamais être la mascotte de quiconque. En concluant un pacte avec Xiao, ils parviennent à parcourir le monde ensemble et à visiter de nombreux endroits. Cependant, lors d'un événement organisé par le fantôme, l'enfant ne peut retenir ses larmes en voyant quelque chose d'aussi beau, confessant ce qui se passe dans sa vie. Et en fait, l'enfant, dans la vraie vie, est enfermé dans un hôpital avec une maladie si grave qu'on ne lui donne que 2 mois à vivre. Et même s'il n'a pas peur de mourir ou d'être oublié, il a le soutien de ses parents et de son ami. Il continue de profiter de ses accomplissements, ce qui frustre le fantôme qui ne comprend pas la signification de la mort. Dans ce monde de jeu, si tout le monde revient à la vie, la créature passe encore du temps à chercher une solution au problème. Avec une astuce du jeu ou un bug quelconque. Cependant, il n'obtient rien, il se fait juste frapper pendant que son ami agonise. Malgré tout, le directeur comprend sa situation. Un scientifique tente de le sauver avec une étrange potion. Et même si cela ne fonctionne pas, puisqu'il s'agit d'une vraie personne, les personnages non joueurs de ce jeu ne semblent pas aussi inanimés qu'on le pense. Certains sont conscients de ce qu'ils sont et connaissent la nature des humains en dehors du jeu. Donc d'une certaine manière, l'âme recherchée se trouve quelque part dans le jeu grâce à la potion. Alors cela motive un peu le fantôme, qui décide d'attendre son ami tout en passant des années à chercher un peu d'affection. C'est pourquoi le protagoniste, après avoir entendu tout cela, accepte que la créature devienne son assistante, avec tous les problèmes que cela peut entraîner, puisqu'il connaît la culture des humains, mais aussi leur perversion. Malgré tout, il est important car il a rencontré l'animal de compagnie manquant, un singe si dangereux qu'il a pu tuer son maître. Cependant, curieusement, cet être ne se cache pas. Il se trouve tranquillement dans une classe ordinaire car il aime apprendre. Pendant ce temps, l'équipe planifie bruyamment le retour de la mascotte à sa place, sans aucune discrétion. C'est pourquoi Don et ses grandes idées poussent le fantôme à aller parler à son ami, qui ne le traite pas mal, mais lui dit de venir quand même. Lui ou toute une équipe, il ne redeviendra l'esclave de personne. En fait, il confronte lui-même le protagoniste et Don essaie de le convaincre qu'il s'occupera de faire en sorte qu'il puisse faire les activités qu'on ne lui permettait pas de faire auparavant. S'il veut étudier, il pourra le faire.
Cependant, la bête est consciente que le protagoniste ne comprend pas et qu'il ne cherche que son propre intérêt, quelque chose de typique chez les humains. Le singe, sachant certaines choses, se met en colère et utilise son pouvoir. Ce qui est très dangereux car il entraîne l'équipe dans des illusions du passé des protagonistes. En commençant par l'ours et son ancienne vie, où il pouvait jouer à des jeux vidéo tout en profitant d'une jolie épouse. Mais les problèmes financiers, dus à sa paresse et la désapprobation de ses beaux-parents, ont fait que sa femme l'a quitté, ce qui représente sa plus grande peur. C'est pareil pour la millionnaire que l'on voit entrer dans le jeu avec les ressources de son père, dans le but d'attirer, disons, un nouveau public à qui il pourrait soutirer de l'argent. Cependant, elle a passé tellement de temps à jouer qu'elle en a oublié son travail. Ce qui l'a conduite à une humiliation publique de la part de son père, qui lui a tout retiré et a tout donné à son frère. Et enfin, nous avons le souvenir de Bulls, qui a toujours été la fille timide et à l'écart de la classe, celle qu'on harcelait sans aucune limite. Et quand elle a cru avoir trouvé sa première amie, à qui elle pouvait parler de son diabète et de son corps si fragile, celle-ci utilise toutes ces informations pour la ridiculiser avec son groupe de harceleurs qui poussent les choses à l'extrême. C'est pourquoi le pouvoir du singe est assez toxique pour l'esprit. Pourtant, Don apparaît dans une autre réalité où il doit maintenant affronter ses propres sbires. Mais il est conscient de l'illusion et ne se laisse pas tromper, car il y a quelques erreurs dans les informations que commet le singe. Plus conscient, il doit maintenant se battre tandis que nous passons aux bulles. Grâce à sa slim musclée, il parvient à se rappeler que son amie n'a jamais été comme ça. En réalité, elle l'a constamment protégé du harcèlement, parvenant à briser le sceau. Tout comme l'ours, qui doute du comportement de sa fausse épouse car elle ne s'est jamais souciée de l'opinion de ses parents sur le mari paresseux. Toutes ces illusions s'effondrent, y compris celle de la millionnaire qui a simplement supporté toute cette fausse illusion parce qu'elle s'ennuyait. C'est la raison de leur présence dans cette réalité. Là où le protagoniste combat avec force le singe et où Don utilise la haine de la créature envers les humains pour le provoquer, le faisant perdre le contrôle. Pendant ce temps, le protagoniste prend le dessus dans le combat. C'est pourquoi, après une séquence en équipe, ils parviennent à rassembler assez de puissance pour rivaliser avec l'ennemi, détruisant cette dernière illusion qui les retenait prisonniers. Même si le protagoniste ne s'en sort pas très bien, rappelons qu'il s'agit d'une bête squelettique. Et avec un bon coup, l'adversaire parvient à révéler son vrai visage. Et même s'il s'échappe, c'est quelque chose que le protagoniste laisse passer, car l'ennemi ressent de l'empathie pour qui et ne peut plus continuer à se battre. Et après avoir partagé un peu de nourriture, il lui raconte un peu pourquoi il déteste les humains à travers un souvenir, car il a toujours été un esclave à vendre à cause de la qualité de sa race. En fait, le vendeur était le grand-père de l'écureuil, qui finit par mourir à cause d'un client assez imposant qui lui a volé sa marchandise. Et pendant des années, ce chef l'a utilisé pour accomplir ses missions d'assassin, pour lesquelles il a été torturé pendant l'entraînement. Son esprit sévère s'était habitué à seulement recevoir et exécuter des ordres, sans se soucier du bien ou du mal. Le problème vient de Yu-Yu, une fille maladroite mais toujours joyeuse qu'il a rencontrée lors d'une mission. En la voyant sans défense, il voulait l'aider. Ce qui, pour le singe, au début, signifiait reculer pour quelqu'un d'autre, sans savoir qu'en peu de temps, cela deviendrait la seule chose qui le ferait avancer. Faisant partie de la famille de son patron, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, formant une relation indestructible. Jusqu'au grand jour où la même créature a vécu une expérience si traumatisante qu'elle en est venue à souhaiter ne jamais l'avoir connue si elle devait souffrir de cette façon. Une histoire qui, bien qu'incomplète, touche tout le monde, surtout parce que la millionnaire découvre un autre détail. Il semble que Yu-Yu soit déjà décédé. C'est ainsi que nous reprenons la réunion de l'équipe. C'est là que la rousse apporte la mauvaise nouvelle. Après avoir mené l'enquête dans le monde réel, il s'avère que Yu-Yu est décédé il y a quelques mois. C'est quelque chose qu'un personnage de jeu vidéo comme le singe ne peut pas comprendre. Mais il se souvient de son dernier rendez-vous avec la fille, où elle le traitait très bien comme toujours. Au point qu'elle préférait supporter la faim et lui trouver un de ses fruits préférés, qu'elle cachait pendant des mois. Alors le singe lui a promis qu'il travaillerait dur pour pouvoir s'acheter tout ce qu'il voudrait à l'avenir, ce que Yu-Yu accepte, à condition que le singe profite un peu plus de la vie. Et il le fait, car le lendemain, il commence un entraînement dans le seul but d'avoir assez de pouvoir, pour protéger la fille lorsqu'elle se reconnectera. Cependant, les jours passent et cela n'arrive jamais. Le seul qui se connecte est le chef, à qui il essaie de demander des nouvelles de la fille, mais celui-ci agit de façon violente. Il l'écarte, apparemment très énervé et se plaignant à propos d'un œil. Un détail important. Malgré tout, comme il s'agit de Yu-Yu, il n'abandonne pas jusqu'à ce que, sous la colère, il lui arrache l'information avouant qu'elle ne reviendra pas parce qu'il l'a tuée. Quelque chose qui n'a aucun sens pour un personnage de jeu vidéo. La mort n'est pas quelque chose de réel, donc il reste sans réponse.
Mais à cause de la haine, il finit par commettre le péché pour lequel il serait condamné comme un animal de compagnie dangereux. Et maintenant, même s'il finit par se soumettre au protagoniste. Cette fille peut être la seule à avoir des informations sur ce qui s'est réellement passé avec sa bien-aimée. Et en fait, la millionnaire lui explique que cet autre côté, comme il l'appelle, est le monde réel. Où Yu était une simple fille avec un demi-frère raté. Qu'un jour, il rentre ivre et frustré d'être la risée des femmes et tente d'abuser de la petite. Heureusement, la petite parvient à lui blesser un œil et à s'échapper, mais pas assez. Le type la rattrape et, poussé par la rage, finit par la pousser dans des escaliers où elle meurt, une douleur qui renaît chez la créature, désormais comme un désir de vengeance. Cependant, le monde réel ne fonctionne pas comme un jeu. La millionnaire lui assure que justice sera rendue comme elle l'est dans le monde réel. Cela semble le convaincre en partie. Le travail pour le réalisateur est néanmoins accompli. Il a tous ses animaux de compagnie, même s'ils ont eu leurs complications. Cependant, il n'y a pas de repos, car une piste concernant la mission principale du jeu est apparue dans la ville voisine. L'équipe SC la mieux placée pour s'en occuper, ce qui éveille les soupçons de Burbujas. Puisqu'ils n'ont même pas pu étudier un peu à l'académie, comme si on les testait pour quelque chose de plus grand. Et le prota en est plus que conscient. C'est quelque chose que nous confirmons grâce au directeur et à son allié, le docteur, que nous avons vu plus tôt, qui s'intéresse beaucoup à la vie réelle. Ce qui peut être dangereux puisque Justo donne une pilule au singe qui faisait aussi partie de ce plan, pour qu'il puisse d'une certaine manière voyager dans l'autre monde et accomplir sa vengeance. Mais pour l'instant, allons avec l'équipe dans la nouvelle ville où tout le monde choisit des tâches à la recherche de l'indice. Et même si Dong parvient à en garder une, il s'agit d'une situation étrange. Où doivent-ils s'efforcer de redonner à un hôtel son succès d'antan? Cependant, ce qui semblait être une tâche ordinaire s'avérera bien plus que prévu. Alors ils arrivent sur place dans une situation assez déplorable, voire lugubre, on pourrait dire. Leur vieille réceptionniste, Mao Mao, les accueille, connaissant la raison de leur venue. Il ne sera pas du tout facile de réorganiser l'endroit, car pour aucune raison, ils ne peuvent utiliser d'argent pour s'aider. Tout doit être le fruit du travail et de l'hôtel. Le problème, c'est qu'en plus d'eux, l'endroit est rempli de spectres qui attendent dans leur chambre. Mais en réalité, ce n'est pas un réel problème, car le protagoniste ne peut être attaqué sous sa forme squelettique. Même s'il est un peu harcelé, il a les bulles de jalousie qui finissent par le sauver. Et les autres spectres dans les autres pièces? En vérité, ils sont plutôt faibles, ou alors ils ne sont tout simplement pas méchants. À tel point qu'après les avoir maîtrisés, ils finissent d'eau par aider à rendre l'endroit complètement étincelant. Mais Bulls finit par trouver une photo assez curieuse, où l'on voit la propriétaire de l'hôtel, avec ce qui semble être son petit ami de l'époque. Cependant, elles n'y prêtent pas attention et les spectres quittent les lieux, à l'exception de Hank qui est la seule créature attachée à cette zone. C'est un problème pour attirer du public, d'autant plus que la millionnaire paie certaines personnes pour qu'elles viennent. Mais la vieille finit par le découvrir et les met tous dehors, donc ils n'ont pas d'autre choix que d'enquêter un peu sur son passé. Mais tout ce qu'ils ont, c'est une photo. Heureusement, Gene reconnaît le brun comme étant son maître, créant ainsi un nouveau mystère et débloquant une mission cachée qui pourrait être la clé à ce moment-là. Alors ils acceptent d'aider le mort-vivant à découvrir qui il est. En fait, ici, Yu-Gi-Oh réapparaît. Il ne sait pas qui est ce type, mais il le reconnaît par sa couleur de peau et certaines marques. Qu'il vient d'une tribu à l'est du continent. Avec Linka, qui est le gars avec des contacts, ils obtiennent un bateau pour entreprendre le voyage jusqu'à l'île, où deux choses se produisent. La première, c'est que Burbujas remercie de pouvoir voyager dans ce monde si vaste. Qu'il y a aussi des gens comme Mao Mao qui semblent avoir vécu toute une vie malgré le fait d'être des personnages non-joueurs et ils ont leur propre personnalité. Même, pour elle, le protagoniste est la chose la plus intéressante qu'elle ait rencontrée dans ce monde, et si ce n'était pas un personnage du jeu, aimerait-elle le rencontrer dans le monde réel? Cela met de la tension dans l'ambiance, parce que le prota sait, et nous savons tous comment sont les choses. Cependant, ici, ils sont justement attaqués, apparemment par des membres de la tribu. Ce qui ne pose pas vraiment de problème pour des guerriers aussi puissants, grâce à la grande force de Link. Le bateau finit par être détruit, et tout le monde échoue dans des endroits différents. La malchance pour le protagoniste, qui se retrouve dans une sorte de prison avec plein de créatures et d'animaux de compagnie. Pendant ce temps, Burbujas est capturé et amené devant la reine Ming qui reconnaît son importance. De l'autre côté, cela leur servira pour la grande célébration qu'ils auront bientôt. Alors il la libère et lui offre tout le confort possible, car il semble que les intrus qui manquaient sont maintenant apparus sur la plage. C'est Link qui mentionne qu'autrefois, une partie de la tribu traitait bien les touristes.
Mais Bolas, vu la situation actuelle et la façon dont ils sont poursuivis, cela est dû au changement de chef et c'est quelque chose d'important. Même les animaux de compagnie accompagnant le protagoniste. Ils mentionnent que la même grotte ou cette prison dans laquelle ils se trouvent a été créée après la guerre civile entre les deux factions de cette tribu. Les barbares, connus sous le nom de Man, qui soutiennent les divinités et traitent en bien les créatures magiques. Et ceux dirigés par cette fille, appelée Mink, qui ne supportent aucune créature et veulent le pouvoir, tout pour eux-mêmes. Et c'est cette dernière qui est la gagnante. L'actuelle dirigeante de l'endroit, c'est elle qui a banni toutes les créatures et emprisonné les 4 bêtes sacrées qui, à cause de leur pouvoir, ont été enchaînées. Comme cette tortue que le protagoniste rencontre et qui attend simplement le jour de sa mort. Heureusement, Bulls n'est pas restée totalement inactive et a profité du temps pour obtenir quelques informations, trouvant l'emplacement du protagoniste et envoyant le fantôme pour l'aider. Pendant ce temps, Donk réveille finalement la bête gardienne, qui semble d'abord assez insupportable. C'est la vérité. Mais son frère, beaucoup plus calme, lui explique que c'est à cause de la proximité de la mort. C'est pourquoi le prota décide de les aider. Mais savez-vous qu'un simple animal de compagnie de niveau 3 ne pourrait pas faire grand-chose ? Cependant, Dong a un plan. Son compagnon fantôme peut entrer dans les restrictions ou les chaînes et les briser. La créature arrive à point nommé, mais s'arrête pour aider la blonde et l'un à s'enfuir. Elle se fait capturer et est emmenée dans la grotte. Ainsi, en attendant son arrivée, Dong semble assez confiant et décide d'aider les 4 gardiens, recevant un objet clé qui lui sera utile plus tard. Il se dirige donc d'abord vers la prison du Grand Phénix, qu'il trouve assez facilement grâce au Slimabule, qui a également été emprisonné. Le problème, c'est que c'est un petit oiseau assez sans défense, car lorsque son cycle d'épopée se termine, il recommence depuis le niveau 1 et sans souvenir. Mais le protagoniste en profite pour le convaincre qu'il est sa mère et qu'il doit les aider à partir de maintenant. Pendant ce temps, la blonde est déjà devant la grotte, mais l'entrée est gardée par de nombreux gardes de Ming. Heureusement, l'usage de la force est peu pratique, mais cela permet à la jeune fille d'atteindre le sceau intérieur. Mais cela alerte la grande chef qui ordonne qu'on les capture tous, car le jour de la grande célébration approche où plus personne ne pourra la remettre en question. Après avoir absorbé les 4 gardiens, qui, comme nous le savons, ne sont pour elle que des outils. Entre-temps, le prota fait face au dragon vert, le gardien le plus puissant, qui se montre pessimiste face à la situation. Mais en voyant l'objet de la tortue que le prota a reçu, il pense qu'il y a une chance. En plus, le fantôme apparaît justement pour libérer la créature. Bien sûr, comme toujours, en échange de la première femme qui l'intéresse. Et même s'ils sont maintenant libres, il ne reste que quelques jours avant la célébration, et ils ont besoin que quelqu'un à l'extérieur brise le sceau, donc le prota prend les 4 objets clés, puisque le dragon a le dernier gardien en lui. Quelque chose d'étrange, en fait, c'est que grâce à cela, il peut s'échapper de l'endroit avec une nouvelle mission très importante. Et même si la blonde n'arrive pas à briser le sceau, elle parvient à trouver une cachette de ce qu'il reste des Man. Avec un hologramme du fameux Manchi, l'homme sur la photo qu'il recherche, expliquant ainsi les péchés du peuple de Min. Car il y a longtemps, c'était un simple jeune homme avide de conquérir le monde, puisqu'il était l'un des candidats pour diriger la tribu avec les Man. Cependant, un bateau a justement été attaqué par la partie malveillante de la tribu, ne laissant comme survivante qu'une Mao Mao sans défense. Que Manchi sauve grâce à son animal de compagnie. Et même si la jeune fille est un peu perdue à cause de ce qui s'est passé, elle se rend vite compte qu'elle peut faire confiance à Manchi. Malgré les changements qu'elle subit, comme ses nouveaux vêtements, la jeune fille ayant gagné en confiance leur cuisine avec un assaisonnement délicieux. C'est grâce au fait que son rêve est d'ouvrir un grand hôtel à l'avenir. Un rêve qui n'est pas celui de Manchi. Mais le coup de foudre change la mentalité et après 6 mois, ils deviennent de plus en plus proches. Même pendant les réunions de la tribu, il néglige ses obligations, laissant tout entre les mains de sa rivale, appelée Yoon, qui était aussi candidate mais qui est amoureuse de lui. Alors elle s'inquiète de ce qui le distrayait autant. Pourtant, c'était simple, la numéro 1 passe avant la numéro 2. Et même si découvrir la ville principale pour la première fois le rend anxieux, la jeune fille passe rapidement de l'inquiétude à vivre le meilleur après-midi de sa vie. Cependant, Mao Mao lui avoue qu'après l'histoire du bateau et avoir fui ses parents, il n'a nulle part où aller et doit travailler. Alors Manche décide de se joindre à elle et de l'aider à concrétiser son idée d'hôtel. Même s'il doit se courber le dos pour y parvenir. Pendant ce temps, dans la tribu, une trahison se produit lorsque Ming décide d'éliminer en traître le chef des Man pour rester la seule dirigeante. Et surtout, le pouvoir de soumettre toutes les créatures magiques.
C'est pourquoi elle a forcé Yoon à éliminer son principal rival. Et même si elle ne voulait pas le faire, sa maîtresse s'est chargée de la remplir d'une haine factice. Pendant ce temps, Mao Mao est heureux d'avoir enfin ouvert son hôtel, même s'il n'a pas encore de clients pour le moment. Malgré tout, Manchi la motive et lui dit même qu'il va renoncer à ses obligations sur l'île. C'est à ce moment que Jun, envoyé pour le tuer, les interrompt. Mais elle décide d'abord de torturer un peu la fille par jalousie. Et même si elle ne peut pas l'attaquer directement, parce que cette fille ne semble pas être aussi ordinaire qu'elle en avait l'air, elle parvient à la maudire, la faisant vieillir rapidement et perdre ses souvenirs à intervalles réguliers. Et elle essaie de résoudre cela en donnant une seconde chance à son bien-aimé pour qu'il supplie Ming de ne pas le tuer. Mais après avoir vu ce que vient de faire sa soi-disant amie et le destin de sa bien-aimée, il décide d'utiliser la technique interdite. Et il fait en sorte que son âme quitte son corps, s'échappant au loin pour prendre un autre réceptacle. Cependant, la jeune fille, dans une sorte de dernier acte de bonté, laisse Manchi partir, car elle a déjà le corps dont elle a besoin pour sa maîtresse. Elle met donc cela de côté, mais avec beaucoup de jalousie envers la femme qui lui a pris ce qu'elle désirait tant. Revenant ainsi à l'époque actuelle, à quelques jours de la célébration, Amin. Il ne lui manque plus que le dernier ingrédient qu'il n'avait pas pu obtenir, la fille d'un autre monde. C'est-à-dire Burbujas, pour la sacrifier ainsi et obtenir assez de pouvoir pour devenir l'impératrice capable de dominer non seulement l'île, mais aussi tout le continent. Donc la situation ne cesse d'empirer et il doit agir rapidement. Cependant, voici la première partie du résumé qui est assez intéressante. Nous sommes à la veille de la dernière partie. Ce sont les derniers chapitres. Cependant, si nous atteignons un objectif de 4000 likes, vous l'aurez le même jour sur cette chaîne. Pour ma part, mais c'est tout. Cet anime commence comme les grands animes. Il doit commencer avec un groupe d'aventuriers, essayant de chasser quelques bêtes. Pourtant, chacun semble avoir quelque chose d'étrange. Et en observant leurs différentes attitudes, on découvre que ce sont des novices qui sont arrivés dans ce monde après avoir été de simples étudiants. C'est pourquoi la peur et l'ego de certains commencent à créer des clans où les forts profitent des faibles, comme cette petite fille appelée Kobato, qui doit se soumettre à la sœur Ciseaux. Vous comprenez ? Pour éviter de mourir avec un rang aussi bas que le sien. Bien qu'en se rappelant la seule figure de protection qu'elle avait à l'école. Mimori, un gars ordinaire mais gentil, est aussi arrivé dans ce monde peu après. Mais la déesse qui les a tous amenés ici l'a rejeté, car il était le plus faible. Comment en sommes-nous arrivés là, avec un groupe d'élèves qui, pendant le voyage scolaire, nous montrent leur rôle en classe? Du harceleur qui profite d'être ami avec les populaires, à l'intelligente mais gentille qui se fiche de tout, la belle présidente, le persécuté rancunier, et bien sûr, les populaires. Et surtout là, le protagoniste Mimori. Un gars traumatisé qui n'aime pas attirer l'attention après avoir subi les abus de ses parents pendant si longtemps. Tous, le même jour, sont envoyés dans un nouveau monde où ils sont accueillis par cette jolie déesse appelée Vicious, qui leur explique qu'ils sont les héros destinés à mettre fin une fois de plus à l'ère du roi démon. C'est quelque chose que personne ne veut faire, mais c'est leur seule façon de retourner dans leur monde. Et en plus, ils peuvent y profiter du statut et de l'ego d'être les héros de ce monde. Les plus problématiques, tels le harceleur, sont envoyés pour évaluation de leur rang. Avec son rang A solide, il ne voit pas d'un si mauvais œil de rester dans ce monde, n'est-ce pas? Et ainsi avec la plupart de ses camarades ayant de bons rangs, voire parfaits, comme le gars populaire ou la présidente. La surprise, c'est que le persécuté se retrouve avec une énergie sombre et devient le héros le plus puissant qu'on puisse invoquer. Tout va très bien, mais avec tant de prodiges, le protagoniste arrive et obtient le rang E. En gros, la crotte. Alors la bienveillante Vicious invente tout un rituel où les plus faibles sont envoyés dans un donjon pour s'améliorer. En vérité, il ne souhaite que sa mort. Ses compagnons n'apportent aucune aide. Parce qu'il a toujours été un moins que rien, un zéro, un bon à rien. Et qu'il soit dévoré. Tout le monde s'en fiche, même Yasuo, qui sait pourtant ce que ça fait d'être humilié et qui, un jour, a dépendu du protagoniste, profite de l'occasion pour faire pareil. Un festival d'humiliation où le protagoniste se remémore la violence paternelle. Combiné avec le mépris d'une femme qui ne le connaît pas, mais sait qu'il est une ordure, sans essayer de le cacher. Donc tous ces sentiments qu'il a réprimés pour ne plus jamais être méprisé, en réalité, n'ont servi à rien. N'ayant plus rien à perdre, il révèle sa vraie personnalité qu'il dissimulait jusqu'alors. Pour ne déplaire à personne, il explose en maudissant la déesse de toutes les façons et en lui conseillant que le mieux serait qu'il ne survive pas. À la prison souterraine, parce qu'il ne laissera aucune de ces jolies marionnettes avec leur tête, étant envoyé à la prison souterraine des déchets. Personne ne s'en préoccupe, à l'exception de la présidente qui tente d'agir mais sans succès.
C'est ainsi que Mimori arrive dans sa nouvelle maison, où il est accueilli par des créatures géantes désirant sa chair. Cependant, il s'avère que sa compétence n'est pas aussi inutile que la déesse le pensait, lui laissant quelques secondes pour paralyser les bêtes et les empoisonner. Cependant, son niveau est si bas que les utilisations sont limitées. Malgré tout, il refuse d'abandonner, car plus que la peur de mourir, il craint de mourir frustré. Malgré tout, cela ne lui donnera pas de force et il doit reculer un peu, s'échappant de temps en temps en utilisant des poisons sur les ennemis, car il ne peut pas répéter la même attaque sur la même créature. Et petit à petit, son énergie diminue sans avoir beaucoup d'options. Cependant, la première créature qu'il a paralysée et qu'il a réussi à empoisonner finit par mourir, découvrant le bug de ce monde. Vaincre des bêtes puissantes lui donne de l'expérience, ce qui lui permet de monter de niveau et de récupérer de nouvelles attaques. En gros, cela lui donne l'opportunité d'un cycle infini dans lequel il massacre toutes ces créatures en échange de niveaux de puissance qui améliorent même l'efficacité de la paralysie et du poison. Un exploit qu'il est le premier à accomplir, car en temps normal, on meurt simplement dans un environnement aussi extrême et sans nourriture. Heureusement, le type peut récupérer quelques provisions en avançant parmi les cadavres des bêtes qu'il massacre. Pendant qu'il perd lui-même une partie de sa moralité, il est en train de devenir une bête. Pourtant, il s'arrête un instant pour observer les cadavres restés piégés sur place. Il tombe alors sur un sage mystérieux. Celui-ci laisse même une note dans laquelle il explique comment il a été le dernier héros sombre, si le héros le plus fort a été trahi par la déesse et envoyé en ce lieu lorsqu'elle n'avait plus besoin de lui. Malgré tout, il laisse de grandes notes sur des positions et des sorts importants, ainsi qu'un parchemin secret contenant des informations précieuses. Mais pas autant que les taches de sang. Il met en garde contre le boss final de la zone, le mange-âme. Celui-ci est indispensable pour que le protagoniste puisse avancer vers la sortie de la grotte, comme nous le verrons plus loin. Cependant, il ne s'agit pas de n'importe quelle créature. Elle a les mouvements du protagoniste calculés, même lorsqu'il veut utiliser ses compétences, le gars manque de perdre la main. Et une fois repéré par le boss, il ne s'arrête plus, tout en invoquant des représentations de la souffrance de ceux qu'il a déjà tués. Alors qu'il analyse la situation, le protagoniste est affecté par l'expression de ceux qui ont lutté pour survivre. Donc ce boss a des goûts assez mauvais et un peu macabres. Alors le protagoniste le sait, souffrant en voyant la fin tragique de ces gens. Pendant son repas, Alma contemple le paysage de souffrance. Quelque chose que Mimori ne cesse d'alimenter, amenant la créature à un état d'extase où la seule chose qui lui reste à faire est de baisser sa garde. Le protagoniste feint une souffrance qu'il ne ressent pas, voulant clairement cela. Malgré son respect pour les guerriers, cela lui est indifférent. Cela lui laisse une opportunité de paralyser la créature, expliquant que la cruauté est ce qu'il faut maintenant pour aller de l'avant et combattre la déesse, non pas pour sauver ce monde. Son désir est purement égoïste, cherchant à cesser d'être le second rôle et à se venger de toute la racaille. Avec ce boss, la victime résistante et enveloppée de poison atteindra un niveau d'évolution où elle souffrira bien plus, en terminant le donjon avec plus de 1000 niveaux d'évolution, où les âmes qui n'ont pas réussi le remercient pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il doit faire. Ainsi, nous revenons au début, où les héros ont progressé dans ce monde, bien que ce ne soit pas le cas pour tous, comme nous l'avons vu. Mais maintenant, cette fille peut avoir l'espoir que son héros est en vie, et qu'il est à la recherche de la louve déguisée en brebis. Pourtant, dans une autre partie de la forêt, nous voyons les gardiens sacrés qui n'ont rien de vraiment sacré. Car ils cherchent désespérément une blonde qu'ils veulent abuser, puis découper en morceaux. Cependant, tout près apparaît Mimori, qui, après avoir réussi à survivre au donjon, peut se vanter que ses compétences passives sont bien plus avancées qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Cela lui permet même de défendre Piggy, un slime fragile, mais au grand cœur, qui disait l'accompagner et monter la garde pendant le trajet. Bien qu'il accepte que, dans ce voyage, le protagoniste marginal ne cherche que la vengeance contre cette déesse qu'il a rejetée comme un déchet. Et la créature doit accepter qu'il y aura beaucoup de sang. Pour l'instant, concentrons-nous sur la blonde, qui est sur le point d'être rattrapée. Avant d'épuiser ses forces, elle se prépare au combat, nous montrant une chevalière imposante. Cependant, heureusement pour elle, Mimori les trouve en premier. Les gardiens le voient comme une proie paléo facile, ils n'ont qu'à le tuer sans même l'agresser. Cependant, c'est un groupe de commères et le protagoniste en profite, il prend ses distances et décide que contre la racaille, la même méthode fonctionne toujours. Il implore pour sa vie, soulignant sa position de faiblesse. Mais quand le plus agile s'approche, son expression change et de manière inattendue, il paralyse son ennemi. Il ne peut pas faire grand-chose d'autre que d'accepter le poison que le protagoniste utilise sur tout le monde, et sans se soucier de rien, la dose finit par les tuer sur le coup. La blonde est inquiète car ses 4 poursuivants ont été vaincus. Elle ne ressent qu'une présence d'âme peu puissante, mais qui lui inspire une peur démesurée. Cependant, rien ne la rassure. Memoria apparaît et paralyse la jeune fille,
gâchant le moment. C'est une blague, mais lui donnant l'occasion de lui parler. Et en découvrant que ses intentions ne sont pas hostiles, qu'elle n'est qu'une victime dans toute cette histoire, il décide de prendre comme récompense pour l'avoir sauvé des informations pour déchiffrer le parchemin que lui a laissé le héros sombre. Et même si elle ne sait rien, elle connaît une sorcière au nord, dans la terre des monstres dorés, qui peut l'aider. C'est donc une information suffisante pour ce dont il a besoin. Il enlève les faits à la jeune fille et quitte les lieux. Sans plus attendre, Milice se dirigea vers la ville la plus proche, prêt à affronter de nouveaux défis. En entrant, mais avec le manque de guerriers dans la région, il est plus que bienvenu. En fait, l'ambiance sur place est très joyeuse. Avec de l'argent, tu ne passes bon pas un mauvais moment, même si tu sembles mal en point. C'est pourquoi le prota décide de profiter d'un verre le soir, tandis que, grâce aux ivrognes, il finit par apprendre. Non seulement les noms des héros les plus puissants du royaume, comme le groupe des Dragons Noirs, mais aussi le grand événement pour les aventuriers. Pour le lendemain, celui qui nettoiera le donjon du lieu et trouvera ses récompenses recevra une très bonne récompense. Mais le protagoniste peut-il obtenir un ingrédient puissant pour les recettes du livre qu'il a trouvé? Le lendemain, il s'inscrit à la mission avec beaucoup d'autres personnes. Il retrouve la blonde de tout à l'heure, harcelée par le crétin du moment, qui la prend pour une princesse elfe, ce à quoi elle répond avec indifférence. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que ce rejet fasse tellement de mal au type, qui s'en va en voulant à cette fille. C'est curieux, car lorsqu'elle rencontre le protagoniste, tout est différent. Elle paraît beaucoup plus ouverte. Elle va même jusqu'à l'aider à chercher les meilleurs prix pour ses armes. C'est pour cela que le protagoniste finit par la payer, tout en remarquant à quel point la femme a l'air épuisée. Mais le mieux, c'est de partir sans trop s'interroger. C'est ainsi qu'il arrive à l'entrée du donjon, où il est surpris de voir que les créatures sont si faibles comparées à la décharge où la déesse l'avait envoyée. Pendant que les autres aventuriers se font dévorer, lui, avec du poison, se fraye un chemin jusqu'à tomber sur la véritable bête, qui n'est autre que l'abruti d'avant, qui, profitant de la mission et de la situation dans les donjons, engage quelques assassins pour abuser et tuer. Je n'ai rien fait à la blonde innocente, mais je l'ai humiliée devant tout le monde. À moins qu'elle ne le supplie et ne se soumette à lui, ce que le protagoniste ne permettra pas. Et puisque cette attitude arrogante lui rappelle de mauvais souvenirs de son passé, il laisse les autres se sentir supérieurs, et au moment venu, il les paralyse complètement. Mais cette fois, il laisse un peu de poison. Pas pour qu'ils en meurent, mais pour qu'un autre type de créature s'occupe de nettoyer l'endroit. Avec le son de leurs cris à ses oreilles, c'est ainsi que le protagoniste avance dans les étages les plus profonds du donjon, prenant même le temps de dormir, comme s'il n'y avait rien autour de lui. Et les choses deviennent encore plus faciles, car même les autres aventuriers abandonnent la mission en apprenant que les créatures meurent de façon inconnue et craignent d'être contaminées. Tout cela parce qu'ils ignorent que le poison appartient au protagoniste. Donc, assez détendu, il arrive jusqu'à la salle de boss typique d'un jeu vidéo, où il élimine la créature de bon niveau avant même de l'activer. Cependant, la récompense du lieu qui semble assez luxueuse ne l'intéresse pas, il la laisse à la blonde qui a plus besoin d'argent. Néanmoins, ne sachant comment le remercier pour un tel cadeau, elle décide d'être sa gardienne pendant un certain temps, car c'est tout ce qu'elle peut lui offrir. Finalement, le protagoniste, constatant son insistance, accepte à condition qu'elle évite les questions inutiles et se concentre sur l'accomplissement de la mission. C'est quelque chose qui satisfait et motive pleinement la blonde, car on voit à quel point elle est habile avec l'épée. En descendant d'un étage, le protagoniste, plus vulnérable que jamais, cherche le matériau nécessaire provenant probablement d'une créature bien plus puissante. Comme l'explique la blonde, toutes ces bêtes aux yeux dorés sont des descendantes du roi démon. Et c'est pour cela qu'elle donne autant d'expérience aux héros venus d'un autre monde. Le protagoniste obtient des informations précieuses de l'elfe. Voyant qu'elle est épuisée, il l'oblige à se reposer, découvrant ainsi pourquoi elle ne dort pas. Et c'est parce que c'est vraiment le seul moment où elle montre sa véritable forme. Comme la princesse elfe Céras, celle que recherchait le harceleur. Et c'est un nom tellement important que même le grand groupe de dragons la recherche, et pas de manière amicale. Nous concluons ainsi le 4e chapitre de cet anime, qui est vraiment bon et offre une œuvre plus mature que l'isekai moyen. Et la musique est vraiment bonne. Dans ce cas, il vaut mieux non seulement regarder le résumé, mais aussi profiter de l'œuvre. Pour ma part, c'est tout. J'espère que cela vous a plu. 3000 likes pour le prochain épisode. Comme mon père l'a dit, je vous quitte. Au moins 4 autres, je peux être infini.